Voilà, donc voilà reparti dans l'exercice 12, donc dans lequel on a eu une inductance, et puis voilà, quelques générateurs de résistance connectés à cette inductance, et surtout avec un interrupteur ici qui va commuter, et qui va se fermer seulement de 0 à 0,2 secondes. Voilà, et le premier objectif de l'exercice, c'est d'avoir la trace du courant IL en fonction du temps. Voilà, le graphe de IL en fonction du temps, et en fait, donc c'est d'étudier la variable d'état du circuit, puisqu'on a dit que IL était la variable d'état dans le cas des inductances, il n'y a pas de souci. Voilà, et bien on va démarrer tranquillement, et on va démarrer très naturellement maintenant, c'est-à-dire que pour t inférieur à 0, donc l'interrupteur est ouvert, et une chose qui est sûre, c'est que là on va trouver le circuit sur son point d'équilibre. Voilà, comme on avait avec le circuit AC, circuit sur son point d'équilibre. Alors, ça commence toujours comme ça, l'histoire de ces circuits. Hein. Voilà, donc le jour du DS, sachez au moins écrire ça, vous aurez déjà un point A sur I. Parce qu'après, il suffit de dérouler, il suffit d'écrire que IL de T sera une constante. Cette constante, c'est le courant de court-circuit du générateur de T1 qui est branché aux bornes de l'inductance. Et donc, quand l'interrupteur est ouvert, ce générateur n'est pas connecté. Donc en fait, aux bornes de l'inductance, on a juste ces deux composants. C'est déjà un générateur de T1, il n'y a pas besoin de faire de théorème de T1. Et donc la tension de T1 c'est 10 volts, la résistance de T1 c'est 2 ohms. Donc là ça va nous donner 10 volts sur 2 ohms. Ça fait 5 ampères. Voilà. Et c'est plié pour T inférieur à 0. Et je vais pouvoir commencer mon petit graphe. Alors le graphe, on va faire comme ça. Attends, je vais prendre un peu plus pour consommer trop de tableau. On va essayer de se serrer un petit peu là. On a le temps, on va mettre des secondes. Là, voilà. Je vais faire le 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà, donc ce sera 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14, ça sera mes ampères. Et donc on va démarrer l'histoire avec un courant dans l'inductance qui sera de 5 ampères. Donc on va le mettre ici entre le 4 et le 5, le 4 et le 6, c'est-à-dire à 5 ampères. Voilà comment ça commence. Voilà, bon, là, les graduations sur l'axe des temps, on verra quand on aura des notions de constante de temps un petit peu, parce que là on ne sait pas trop. Voilà. Et ensuite on va enchaîner, on va faire pour t supérieur à 0. Voilà. Et pour t supérieur à 0, donc ça va se compliquer un petit peu, t supérieur à 0. Donc là cette fois, l'interrupteur est fermé. Voilà. Alors je vais carrément dessiner le circuit, je crois, ça va être plus simple. On va le faire comme ça. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'on a quand l'interrupteur est fermé? On va se retrouver comme ça, avec le 20 volts, l'interrupteur fermé, la résistance de 2 ohms, le générateur de 10 volts, voilà. Et tout ça relié à l'inductance que je ne dessine pas pour le moment, parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un théorème de T1 tout de suite, pour essayer de remplacer tout ça par un générateur de T1. Voilà, c'est ça le problème fondamental que j'ai. Et donc si j'applique mon théorème de Thévenin, je vais écrire que ici, la tension que j'ai là, ça va être ETH. Alors ETH, qu'est-ce que ça va donner? Alors certains pourraient avoir, comment dire, pourraient se dire, tiens, j'ai deux générateurs de Thévenin en parallèle, je vais appliquer Millman. Vous pouvez le faire, mais si vous le faites, vous allez tomber sur un truc bizarroïde. Là on fait Millman. Qu'est-ce qu'il dit Millman? Il dit ETH égale la moyenne de 20, je multiplie 1 sur la résistance de ce générateur, c'est 0, plus 10, je multiplie 1,5, divisé par 1 sur 0, plus 1,5. Voilà. Et là on est embêté parce qu'on a des divisions par 0. Voilà. Et donc, a priori, on ne sait pas calculer. Alors, si on veut calculer par Millman, il ne faut pas mettre 0. Il faut mettre un nombre qu'on va faire tendre vers 0. On va appeler epsilon, comme ça. Et là, on est parti regarder en mathématiques, parce qu'il faut calculer la limite de ça quand epsilon tend vers 0.
Donc ensuite, il faut réécrire un petit peu. Voilà, donc c'est ETH égale limite pour epsilon tend vers 0 et tout ça. On va le faire parce que normalement, vous avez dû apprendre à calculer des limites comme ça. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. La manière intuitive de le faire, c'est qu'en fait, si on fait tendre epsilon vers 0, ben ça tend vers l'infini, ça tend vers l'infini. En fait, ces deux termes-là, au numérateur, celui-là devient très grand, et celui-là devient négligeable, donc on peut l'enlever en fait. Et pareil, le 1,5 devient négligeable devant le 1 sur epsilon. On enlève ces deux termes, ensuite on simplifie par 1 sur epsilon, etc. Il reste le 1 volt. On peut le faire aussi autrement, les mathématiciens ne feront jamais ça, parce que ça c'est un truc qui n'est pas du tout respectable pour les mathématiciens. Les mathématiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils multiplient par epsilon de chaque côté, pour lever l'indétermination. Donc ils multiplient le numérateur par epsilon, et ça devient 20 plus 10 sur 2, c'est 5 fois epsilon. Divisé par epsilon sur epsilon, ça fait 1, plus epsilon sur 2. Et là, maintenant, quand on a ça, qu'on fait tendre epsilon vers 0, et bien là, c'est évident, ce terme devient nul, ça devient nul, il reste 20 sur 1, ça fait 20 volts. Voilà. Donc là, on a fait beaucoup de gymnastique mathématique pour obtenir que la tension de T1, ça sera 20 volts, en fait, ici. Mais en fait, on aurait pu s'en apercevoir dès le départ, d'un point de vue électricien, parce que qu'est-ce qu'on a ici? On a la différence de potentiel entre ce point-là et ce point-là. Et le point A, en fait, il est connecté à un générateur de 20 volts ici, et le point B, à l'autre côté du générateur de 20 volts. Et donc, la tension aux bornes entre A et B, c'est la différence de potentiel aux bornes de ce générateur, ça vaut 20 volts. Voilà. Donc, il n'y avait même pas besoin de faire tous ces calculs de Millman. Pour un électricien, c'est direct. C'est évident. Voilà. Et puis, il faut faire le RTH. Allez, le RTH, on va sortir la méthode magique. Donc, pour avoir le RTH, je vous rappelle la technique. On éteint les générateurs, c'est-à-dire les générateurs de tension deviennent des générateurs de tension nuls. Les générateurs de tension nuls sont des fils. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On branche l'ohmètre ici, et on se dit que mesure l'ohmètre. Et là, j'obtiens que RTH, et bien c'est quoi? C'est un fil en parallèle avec 2 ohms. Alors un fil, vous verrez, c'est 0 ohm, en parallèle avec 2 ohms, vous pouvez passer ça dans les formules, et ça va faire 0 ohm. Donc en fait, c'est équivalent à un fil. Voilà. Donc RTH, c'est 0. Voilà. On aurait pu se douter, de toute façon, du point de vue électricien, sans faire de calcul, de toute façon, vous prenez un fil et vous mettez n'importe quoi en parallèle, et bien de toute façon, ça donne quelque chose qui conduit le courant comme un fil, il n'y a pas de problème. Un fil en parallèle avec n'importe quoi, c'est toujours équivalent à un fil. Il n'y a même pas besoin de faire de calcul pour ça non plus, mais bon, c'est pas évident quand on le fait la première fois. Voilà, vous avez la réponse. Donc eh ben, pour t supérieur à 0, pour t supérieur à 0, alors T1. Eh bien, la constante de temps, elle vaut, on a dit que c'était L sur RTH. L sur RTH, bah, si je calcule, hein, ça fait L, pardon, c'est 0,5 Henri divisé par 0 ohm, oula, plus l'infini. Et puis le point d'équilibre, on obtient, donc au point d'équilibre, IL, pardon, le point d'équilibre c'est ETH sur RTH, hein, c'est le courant de court-circuit du générateur de T1, et bien ça sera 20 ohms sur 20 volts pardon, sur 0 ohm, et ça fait plus l'infini. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ça n'a pas l'air de bien se passer. Là, on peut mettre des points d'exclamation. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que mathématiquement, là on est en train de tomber sur effectivement un point d'équilibre infini, et on met un temps infini pour l'atteindre. Donc on a fait sûrement une fausse route. Et encore, on verra que pareil, si on fait des limites, on pourrait montrer que ça va nous donner en fait une montée en courant qui n'est pas du tout exponentielle, mais qui est en ligne droite, qui est à pente constante. Mais en fait, on s'y prend un peu mal depuis le début, parce que quand l'interrupteur est fermé, comme ça, voilà. Donc je dessine. Et en fait, le circuit auquel on a affaire, c'est pas un circuit RL en fait. Puisqu'en fait, ce qu'on a qui est branché au bord de l'inductance,
Voilà ce que c'est. C'est juste le générateur de 20 volts qui impose sa tension au cours de l'inductance. Et la tension est imposée. Et ça, c'est pas vraiment un circuit RL. C'est un circuit RL dans lequel le R est nul. Et en fait, c'est beaucoup plus simple à traiter que le circuit RL, puisque cette fois, la tension au bord de l'inductance, on la connaît d'avance, elle vaut 20 volts tout le temps. Elle est constante, elle vaut 20 volts. Donc on est dans un cas un peu particulier, où il n'y aura pas d'évolution exponentielle des courbes, tout simplement parce que la tension est constante. Et quand on fait ça, quand on a ça, et bien en fait, il suffit de traiter le cas d'exercice en considérant que cette tension est constante, et d'appliquer directement ça sur la relation caractéristique de l'inductance. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut repérer. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va écrire simplement dIL sur dt égale UL sur L. Voilà. Le UL, il n'y a pas de problème, c'est 20 volts, hein, il est là. On divise par la valeur d'inductance qui fait 0,5, et ça, on sait que ça vaut 40 ampères par seconde. Et que c'est parfaitement constant. Et ça veut dire que IL va croître avec une vitesse constante de 40 ampères par seconde. Donc du point de vue de la courbe, ça va nous donner une courbe à pente constante. Voilà. Et si même si on veut calculer l'équation de cette courbe, ce qu'on a appris à faire, je vous ai dit que le plus simple, c'est de passer le dt de l'autre côté, ça fait dIL égale 40 fois dt. Ça veut dire que IL moins IL de T0 égale 40 multiplié T moins 0. Alors, vous vérifierez, on a fait exactement pareil avec les condensateurs. Hein. Le T0, on va le prendre égal à 0. Voilà, on va le prendre égal à 0. J'aurais dû prendre T0 égal à 0. Donc à T égale 0, le IL, on a dit que c'est celui qu'on avait ici, il vaut 5 ampères. Donc lui, c'est 5 ampères. Voilà, on retourne tout, et à la fin, on obtient IL de T égale 40T plus 5. Voilà. Ce qui veut dire l'équation de droite, dont la pente vaut 40 ici. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les 0,1 secondes, on augmente de 4 ampères en fait. Donc on va prendre 4 ampères toutes les 0,1 secondes. On va graduer ici, 0,1, 0,2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça, on a nos graduations de temps. Donc là, je suis à 5. Si je prends 4 ampères en une seconde, je finis à 9 ici. Et puis si je rajoute encore 0,1 seconde, je reprends 4 ampères, je finis à 13. Voilà. Et là, vous prenez la règle et vous tracez quelque chose de rectiligne. Et là en haut, c'est 13 ampères. Voilà. On peut aussi dire que c'est 13 ampères. Hein. On les obtient avec cette formule là, en injectant 0,2 secondes ici. 13 ampères, donc c'est bien égal à 40 fois 0,2 plus 5. Voilà. 40 fois 0, ça fait 8. 8 et 5, 13. Voilà le courant dans l'inductance, comment il évolue de 0 à 0,2 secondes. Voilà, ça c'est des ampères. Ça c'est IL. On a marqué les ampères. Alors, après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, la partie T supérieur à 0,2 secondes, on réouvre l'interrupteur. Alors, T supérieur à 0,2 secondes. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça disparaît. On retrouve que donc le ETH sera égal à 10 volts, RTH sera égal à 10 ohms. Donc le point d'équilibre, c'est celui qu'on avait au tout début, hein, qui redevient égal à 5 ampères. Et la constante de temps, c'est L sur RTH, c'est-à-dire 0,5 Henri divisé par 2 ohms égale 0,25 secondes. Donc cette fois c'est clair, cette fois on va avoir un retour vers le point d'équilibre initial qui est à 5 ampères de manière exponentielle avec une constante de temps de 0,25 secondes. Donc pour tracer ça, on se souvient de la règle des 2 tiers. Donc le point d'équilibre à la fin de mon pointillé ici, il est à 5 ampères. Voilà. Et au bout d'une constante de temps, on fait 2 tiers du chemin vers ce point d'équilibre.
C'est-à-dire, je prends ça et je le coupe en 3, 1, 2, 3, et voilà ce que j'ai. Une constante de temps plus loin, donc 0,1, 0,2, 0,25 secondes plus loin. Voilà. Pour avoir le point suivant, bien, je fais la même chose, c'est-à-dire que la distance qui me sépare du point d'équilibre, c'est tout ça, je coupe ça en 3, et je fais encore une règle de tiers, 1, 2, et c'est ce que j'ai, une constante de temps plus loin. Alors je fais 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 25, ici. Voilà, puis je peux le faire une troisième fois, alors je commence à couper les 2 tiers, ça commence à être petit, tac, 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 et là, à peu près 1, 2, à peu près ici, on se retrouve sur le point d'équilibre. Donc et là, c'est quoi une droite, hein, ça descend exponentiellement. Et plus on se rapproche du point d'équilibre, plus on a tendance à être constant. Voilà. Alors, est-ce qu'on calcule l'expression de la courbe? On va le faire parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Donc si on veut savoir connaître l'équation de cette courbe-là, on écrit la solution de l'équation différentielle, IL de t égale, je la réécris complètement, ETH sur RTH, en équilibre, plus IL de T0, moins ETH sur RTH, exponentielle, moins delta T sur taux. Voilà, je remplace tout par les valeurs. IL de T égale. Donc ETH sur RTH, on dit que c'était 5 ampères. Le IL de T0, alors le T0 sur cet intervalle de temps, il démarre à 0,2 secondes. Hein. Donc lui, il vaut 0,2 secondes. Le T0, 0,2 secondes. Et le IL qu'on avait à 0,2 secondes, on l'a calculé, c'est 13 ampères. Donc on injecte les 13 ampères. Moins les 5 ampères. Exponentielle. Le delta T, alors moins le delta T, c'est T moins T0, donc le T0 il vaut 0,2 secondes, divisé par la constante de temps, ici qui vaut 0,25. Voilà, ensuite on va ranger un petit peu tout ça, ça va nous donner 5 plus 13 moins 5, ça fait 8, exponentielle. Alors pareil, divisé par 0,25, là, 0,25 c'est l'inverse de 4. 1 divisé par 0,5. Donc une façon d'écrire de manière un peu plus sympathique, c'est d'écrire 4t moins 0,2. Et voilà le IL de t valable dans cette dernière phase de fonctionnement du circuit. Voilà, donc là on a tracé IL, on a toutes les équations. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien maintenant tracer. Donc IL c'était la variable d'état, maintenant on va tracer UL de t. Alors UL de t, je vais y aller, comment dire? Comment on va faire ça? Alors on va y aller un peu bourrin, on va y aller par le calcul. Puis on verra après que si on avait réfléchi un peu, on a pu éviter des calculs, mais c'est pas très grave. Je vais juste garder mes résultats en rouge, parce que je vais en avoir besoin. Après on fait le ménage sur le tableau là. Voilà, ça va s'appliquer. Alors, UL de T. Donc, si on veut faire les choses de manière très calculatoire, on écrit l'équation de l'inductance qui dit que UL, en fait, c'est L dIL sur dt. Voilà, et ça va nous donner tous les UL, en fait. Puisqu'on connaît tous les IL partout. Donc, on écrit ça. Et par exemple, pour T inférieur à 0, là au début, c'est instantané, hein, mais on va le faire par le calcul, même si c'est pas. Qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là? On a dit que IL était égal à une constante, hein, qui était le point d'équilibre en fait. IL égale constante égale 5 ampères en fait. Et en fait, si IL est constant, quand on va dériver, ça donne quoi? UL égale 0. Ouais. Puisque ça fait la dérivée d'une constante ici. Donc la tension au début dans l'inductance, ça vaut 0. Ça. Donc si je la trace, cette tension, voilà, et bien ça viendra à 0. Et de toute façon, c'est toujours comme ça, puisqu'on avait dit qu'au point d'équilibre, une inductance, c'est équivalent à l'infini, de toute façon. Donc là, en fait, on n'avait même pas besoin de faire le calcul. Pour t compris entre 0 et 0,2 secondes, voilà, mais cette fois, qu'est-ce que je vais mettre?
j'applique la formule au-dessus, UL égale L, je multiplie la dérivée de IL par rapport au temps. Ben, IL, elle est là, hein. Je vais le réécrire, ça fait 40t plus 5 sur dt égale. Donc L, c'est 0,5 en oui, donc ça, je le remets. Et ça, bah, c'est une droite, de toute façon, dont la pente vaut 40, hein, donc la dérivée, c'est 40. Il suffit de calculer. Et là, 0,5 fois 40 égale 20 volts. Ah, 20 volts, est-ce que c'est une surprise? Ben, pas du tout. En fait, ce calcul est presque idiot, parce que cette formule-là, on l'avait justement obtenue en écrivant que UL était égal à 20 volts, du fait que quand l'interrupteur est fermé, eh bien, le 20 volts de ce générateur s'impose au moment de l'inductance. Donc en fait, là, on a fait un calcul qui tourne en rond. On n'avait pas besoin de le faire, on aurait pu l'écrire directement. Alors, je vais faire... voilà, donc là, ça, c'est mon échelle en courant, mais je vais faire une échelle en tension qui est décorrélée. Qu'est-ce qui se passe dans cette phase montante? De toute façon, le générateur, celui-là, impose 20 volts au bord d'inductance. Admettons que le 20 volts, ce soit, je ne sais pas ici. Voilà, on va le mettre au niveau du 10 ampères. Voilà. Mais attention, c'est 20 volts. C'est pas la même échelle sur la courbe verte et sur la courbe rouge. Si je voulais mettre 20, il faudrait que je monte au-dessus du tableau. Donc il faudrait que je sorte du tableau. Donc on va le mettre comme ça. Voilà. Le IL, on va le mettre, il est rouge. Okay. Et alors ensuite, il nous reste la tension au bord de l'inductance, bien dans cette troisième partie ici, quand le courant diminue. Alors déjà intuitivement, si le courant diminue, on sait que la tension va être forcément négative en fait. Puisqu'en fait, si le courant diminue ici, c'est-à-dire que sa dérivée, sa pente de la courbe est négative, ce chiffre est négatif, donc UL sera négatif. Donc on s'attend à trouver un résultat négatif. Alors cette fois-là, je pense il y a deux façons de le faire, mais la méthode, c'est la méthode calculatoire qui est la plus efficace. Donc on va dire cette fois que t est supérieur à 0,2 secondes. Voilà. Alors supérieur égal, ça n'a pas trop d'importance, de toute façon. Il va y avoir une discontinuité de tension. Alors j'écris UL égale le L fois le DI sur dt. Et le I, eh bien c'est celui-là que je remets ici, hein, ça fait plus 8 exponentielle moins 4 t moins 0,2. Et là, il va falloir que je dérive une fonction exponentielle. Et une fonction constante, enfin, une partie constante, le 5 c'est une constante. Alors, bon, le 5, quand on dérive la constante, ça fait 0. Le L c'est 0,5. J'ouvre ma parenthèse, là j'ai 0. Et puis le 8 exponentielle moins 4t moins 0,2. Eh bien, si vous savez dériver ça correctement, vous obtenez que ça fait 8. Il y a un moins 4 qui sort par dérivation. Et que je multiplie ensuite la dérivée de l'exponentielle, qui est exponentielle elle-même, pour moins 4 fois t moins 0,2. Voilà. Et quand on applique tout ça, et bien à la fin, alors ça me donne moins 4 fois 0,5, ça fait moins 2, moins 2 fois 8, ça fait moins 16. Exponentielle, moins 4, t, moins 0,2. Voilà, qu'on peut mettre comme ça, mais que je vais mettre, elle est très bien cette forme, hein, elle me va très bien, mais on va la remettre avec la forme, on voit bien apparaître la constante de temps aussi. Mais bon, c'est juste pour faire une lecture constante de temps sur la... Voilà, le fois moins 4, on peut le remettre en divisé par 0,25, hein, c'est pareil. Toutes les écritures se valent. Et qu'est-ce qu'elle me dit, cette chose-là? Eh bien, elle me dit que pour t égale 0,2, c'est-à-dire au tout début, quand l'interrupteur vient de s'ouvrir, eh bien, t vaut 0,2, 0,2 moins 0,2, ça fait 0, l'exponentielle de 0, ça fait 1, et la tension ici vaut moins 16. C'est-à-dire que là, ma tension qui était à 1 volt, elle passe brutalement à moins 16. En moins 16, ah, c'est du moins 20, hein, c'est un peu... on va écrire moins 16 volts, ah, c'est un peu moins bas que le 20 volts qui est haut ici. Voilà. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que le temps va grossir, eh bien, ce terme-là devient de plus en plus positif, avec le moins ça devient de plus en plus négatif, ça fait exponentielle d'un nombre de plus en plus négatif, c'est-à-dire
quelque chose qui va tendre vers 0. Donc le UL va retourner vers 0. Et on se doutait, parce que de toute façon, on se doutait, parce qu'on va retourner vers le point d'équilibre qu'on avait initialement. Et de toute façon, dès qu'on atteint un point d'équilibre avec une inductance, eh bien on sait que au point d'équilibre, la tension sera nulle au bord de l'inductance, puisque l'inductance est équivalente à un fil au point d'équilibre. Voilà. Alors, quelle vitesse on va y aller? Eh bien, la vitesse, on l'a mis ici, c'est la fameuse constante de temps de 0,25 qui s'applique aussi pour ce retour de la tension vers 0. C'est-à-dire que, comme c'est une exponentielle, on va pouvoir appliquer la règle de 2/3 aussi à cette tension. C'est-à-dire que si j'attends une constante de temps, eh bien, je ferai 2/3 du chemin vers la valeur du point d'équilibre, c'est-à-dire cette fois c'est 0. Donc de là à là, je coupe en 3. Et c'est là où j'en serai une constante de temps plus loin, c'est-à-dire 0,25 secondes plus loin. Et pareil, je recoupe en 3. Voilà, ça peut permettre assez rapidement sans calculer des valeurs. Ça nous fait un pic à moins 16 volts, et puis qui retombe, et qui rejoint le 0 volts, comme ça. Voilà, là, ça clôt l'exercice 12, avec sa courbe de tension, et sa courbe de courant, IL de T. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une petite conclusion plus générale là-dessus? Voilà, pour l'exercice, c'est bon. Pour le circuit d'inductance, c'est bon. Donc méfiez-vous, des fois, il y a des circuits qui ne sont pas de type RL, mais simplement L, et qui donnent des variations de courant comme ça, qui sont en ligne droite. Et puis quand vous avez un vrai circuit RL, eh bien, vous avez des évolutions de courant qui sont en exponentielle. Il faut savoir repérer les deux. Et notamment, les montées en ligne droite, comme ça, c'est quand la résistance de T1 est nulle, en fait. Et juste pour faire un petit... comment dire, une petite piqûre à rappel pour le cas analogue avec les condensateurs. Voilà. Donc, dans les circuits RC standard qu'on a étudiés, c'était ça. Hein. Donc, ça, c'est le circuit RC standard. Donc, quand vous avez ça, il n'y a pas de problème, là, vous avez des évolutions exponentielles de la tension. Hein. Mais souvenez-vous, le premier exercice qu'on a fait avec un circuit, avec un condensateur, où on avait des montées de tension cette fois, hein, en ligne droite, comme ça, rectiligne, et bien c'est qu'en fait, c'est quand on avait mis au bord du condensateur qui alimentait le condensateur, non pas un générateur de tension, mais un générateur de courant, comme ça, voilà, qui était imposé. Et dans ce cas-là, bien le fonctionnement était plus simple que le circuit RC standard avec son équation différentielle et compagnie. Donc il faut savoir repérer ça. Et ça, en fait, ce cas particulier, vous allez le trouver quand vous faites votre générateur de TNA qui est associé, comment dire, vous cherchez le générateur de TNA qui est branché, qui est équivalent à ce circuit-là. Ben là, pareil, vous tombez sur une indétermination, notamment quand vous calculez quand vous éteignez le générateur de courant pour avoir la résistance de T1. Quand on calcule la résistance de T1, vous vous souvenez, on branche un ohmmètre comme ça, et on éteint le générateur. Alors quand j'éteins un générateur de courant, on ne l'a jamais fait, et c'est assez particulier, ça donne un générateur de courant nul. C'est-à-dire un composant dans lequel il ne passe aucun courant, quelle que soit la tension à ses bornes. Mais ça, c'est pas équivalent à un fil, c'est équivalent au contraire d'un fil, c'est-à-dire un interrupteur ouvert. Et quand on a un interrupteur ouvert, comme ça, eh bien la résistance que voit le mec, cette fois, ça sera plus l'infini. Voilà. Et vous voyez qu'on va se retrouver avec une constante de temps calculée à plus l'infini et tous les problèmes qu'on avait vus avec le circuit qui était simplement L et pas RL. Voilà, donc quand un condensateur est alimenté par un générateur de courant, eh bien ça ne fonctionne pas tout à fait comme les circuits RC. Voilà, c'est un circuit plus simple qu'un circuit RC. Ce que je dirais aussi en conclusion, une autre conclusion, c'est que quand on veut trouver le point d'équilibre d'un circuit RC standard, comme ça, ou même s'il est plus compliqué, il y a une méthode très très simple aussi, c'est de savoir qu'un condensateur au point d'équilibre, on peut le remplacer non pas par un fil, comme c'est le cas pour les inductances, mais lui, cette fois, ça va être un interrupteur ouvert. Alors pourquoi ça? Parce que vous savez que le courant dans un condensateur,
Alors, la loi du condensateur, c'est C dUC sur dt. Et que quand tout est constant, dUC est constant, et donc sa dérivée vaut 0. Donc au point d'équilibre, on obtient toujours que le courant dans le condensateur, qui est ici, il vaut 0, quelle que soit la valeur de UC. Et pareil, un composant dans lequel il n'y a pas de courant, quelle que soit la tension à ses bornes, eh bien c'est équivalent à un interrupteur ouvert. Donc un condensateur, au point d'équilibre, c'est toujours équivalent à un interrupteur ouvert. Voilà. C'est le contraire de l'inductance. Les deux composants sont duaux, c'est ce que je vous ai dit. On passe des comportements de l'un à l'autre en inversant, en permutant le rôle de la tension et du courant. Voilà, je ne sais pas si vous retiendrez tout ça. Voilà, en tous les cas, vous avez vu comment on traite le cas des circuits RL et RC. Voilà, circuit standard ou circuit où il y a éventuellement un condensateur et plein de résistances et générateurs branchés dessus, ou le cas où il y a une inductance et on a une touffe de résistance et de générateurs branchés dessus. Voilà, normalement vous savez faire tout ça maintenant. Voilà. Et à chaque fois, ce sont des systèmes qu'on appelle du premier ordre, parce qu'ils sont régis par une équation différentielle du premier ordre, et aussi parce qu'ils ne possèdent en leur sein qu'une seule variable d'état, qui est soit le courant dans l'inductance, si c'est un circuit avec une inductance, et si c'est un circuit avec un condensateur, ce sera la tension au bornes du condensateur. Voilà. Et c'est tout le temps comme ça. Voilà, merci de votre attention, puisque voilà, et pour la prochaine fois, on peut chercher l'exercice 13, donc sur les calculs de valeurs efficaces et de valeurs moyennes. Cet exercice 13 marque le passage de votre module qui s'appelait la ELEC 1 jusqu'à présent au module ELEC 2. Voilà. Donc l'exercice 13, on rentre dans le module électricité 2. Voilà. Et je vous en dirai un peu plus sur ce module au fur et à mesure qu'on le déroule. Voilà. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.